Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans les matinales de la télé Tchad Lalikou. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2023. Comme vous y êtes déjà habitués dans Lalikou, le vendredi on finit en duo dans les deux langues pour cultiver notre bilinguisme. À ma gauche ce matin, Fatia Youssouf. فتيا صباح الخير. صباح الخير مدار، صباح الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لاليك، ولدينا العديد من الفقرات المنوعة اجتماعية وصحية وترفيهية وغيرها من المواضيع التي تهم المجتمع. Alors Fatia, comme tous les jours dans l'Alékou, c'est un programme menu très alléchant, une mixture de rubriques avec beaucoup d'invités. Nous allons aller dans tous les sens en français comme en arabe. Et puis pour commencer ce matin en agriculture, nous avons déjà avec nous sur ce plateau l'écrivain Mingedim Merci. Bonjour. Bonjour messieurs. Comment ça va? Je vais bien et vous? Oui, ça va aussi. Merci. Vous êtes là pour nous parler de votre œuvre que je tiens en main, Skay, le petit fou de Dembé. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, on va faire une incursion dans ce quartier assez spécial, hein, au Carrefour, en plein cœur de la capitale, Dembé. Est-ce que Skay, c'est un enfant de la rue? C'est quel type d'enfant? Skay, c'est pas un enfant, mais c'est un jeune garçon. Ok. Voilà, l'image montre clairement. C'est un jeune garçon qui a atteint la trentaine. Ouais. Et pourquoi Skay? Skay, ici, d'abord, c'est un concept. Pour moi, c'est un concept. C'est une trilogie. C'est 3 œuvres que j'ai décidé de choisir l'une d'elles pour publier pour le moment. Allez, on va découvrir tout ça ensemble tout à l'heure. En développement, Dr Béchir, Mamat Béchir, est là pour nous parler de la production animale. Bonjour. Bonjour. Et puis, en innovation, Abdeljelil, Abdeljelil Bachar Bong nous parlera du forum sur la gouvernance de l'Internet. Et puis en sport, Mamat Lafia sera là pour nous parler de la pratique du Kung Fu au Tchad. Alors, je me suis trompé sur l'invité, hein, Fatia, je te le laisse. أكيد، لكن قبل ما كل شيء خلينا نمشي للرياضة عشان نكونوا بكامل لياقتنا البدنية ونكونوا نشيطين عشان نتابعوا باقي برامج فقرات برنامج لاليكو. نمشوا للرياضة من ثم نعود. Et 10, allez, c'est fini pour la journée. Merci, chers téléspectateurs. Et voilà, vous le voyez, hein, plus que quelques minutes de sport intense et ça transpire à grosses gouttes, ça vous décharge de tous vos stress. C'est très important de vous y prêter chaque matin quelques minutes et ça y est, la santé au grand rendez-vous. Alors, ne vous lassez pas de faire du sport. Retour sur ce plateau, Fatia. On va commencer tout de suite avec notre invité de la droite. معنا الأخ ميرسي منجيين، أهلا وسهلا بك. كاتب هو طبعا وكتب بعض الروايات التي تتكلم عن قصة شاب. وأيضا معنا الأخ عبد الجليل بشار، أهلا وسهلا بك. نبدو معكم هذه الفقرة لكن بعد هذا الفاصل. Alors, comme invité en agriculture pour commencer aujourd'hui, l'auteur du roman D'une nuit ténébreuse à l'ombre de la sagesse, Mingedim Merci, qui revient une seconde fois avec ce ouvrage de qualité exceptionnelle, titulaire d'un baccalauréat scientifique, série D en 2007 au lycée de Kélo et un master 2 en développement rural en 2016 à l'université de N'Djamena. Il est donc l'un de ces géographes qui voit en la littérature la voie sûre pour exprimer ses pensées et apporter sa mode de contribution pour l'édification d'une société forte et responsable. Vous êtes né en 1986 dans le Chari Bagirmi. Alors, d'où vous est donc venue l'envie d'écrire, si vous pouvez déjà revenir à la source de cette aventure, cette passion qu'est l'écriture? D'accord. Au fait, moi j'ai toujours aimé la littérature. Depuis tout petit, je me familiarise avec les revues, surtout j'avais commencé avec
À l'époque, c'était les Kouakou et c'était aussi les bandes dessinées. Donc, je faisais toujours la lecture et j'aimais toujours la lecture. Et avec le temps, je me suis dit, mais je me concentre beaucoup plus à lire des ouvrages publiés par d'autres. Est-ce que moi, personnellement, je ne peux pas apporter ma contribution, ma modeste contribution à la chose? Mais bon, écrire, ça n'a jamais été facile. Lorsque j'ai pris la décision, j'ai tenté d'écrire, mais je ne pouvais pas aller au bout de mes pensées. Le déclic en est que pendant mes activités de recherche, on avait fait dans un ferry où il y avait les éleveurs. À notre arrivée, il y avait une femme qui était en travail. C'est-à-dire, elle avait du mal à accoucher par la voie basse. Son mari, qui est un grand éleveur avec beaucoup de bétail. Vous savez, ça fait 2 jours que la femme souffrait. Elle ne pouvait pas mettre au monde par la voie basse, comme je viens de le dire. Et son mari affirme qu'il n'a pas de moyens pour dépêcher cette dernière à l'hôpital. Vous voyez un peu la vie d'un être humain. D'abord la femme et l'enfant qui va naître. Et avec le nombre de bétail que l'on a, on prétend dire qu'on n'a pas les moyens pour sauver, voilà, pour sauver 2 vies. Vous voyez un peu. Donc face à cette situation, je me dis, les œuvres scientifiques ont leurs exigences. Donc des faits pareils, on ne peut pas mentionner ça dans une production scientifique. Alors, il serait nécessaire de songer à ces choses et de produire une œuvre littéraire pour essayer de faire la lumière. C'est cette histoire qui fait l'objet de votre première œuvre? Non, je suis en train de vous dire comment est-ce que je suis arrivé à ce stade. Très bien. Donc, ça m'a vraiment touché, ça m'a marqué et c'est resté dans ma conscience. Je me suis dit, bon, il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres choses qui se passent, mais on ne le dit pas. Et si on le dit, on ne le dit pas de manière claire pour apporter la lumière là-dessus. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'écriture. Au début, ça n'a pas été facile, mais bon, on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Exactement. À la base, c'est la volonté. Quand on a la volonté de faire quelque chose, on se donne les moyens. Donc, je me suis lancé dans l'auto-formation. De là, j'ai tenté encore, ça n'a pas réussi. Je me suis dit, bon, dans ce cas, je vais beaucoup plus m'intéresser c'est-à-dire aux émissions littéraires. Et donc, je suivais beaucoup plus les émissions littéraires et de préférence, je suivais beaucoup plus l'émission de la FM Liberté, Café littéraire, animée par le président actuel des écrivains du Tchad. Oui, Sostène, que nous avons reçu ici. Voilà, ici c'est Sostène Bernaudi. Donc ça m'a beaucoup plus motivé et voilà, quand je me suis lancé dans la chose, comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile, mais je suis parvenu à produire mon premier ouvrage que vous avez souligné tout de suite, D'une nuit ténébreuse à l'ombre de la sagesse. En 2-3 mots, c'était quoi l'essence de cette œuvre? D'une nuit ténébreuse à l'ombre de la sagesse. Bon, je me suis beaucoup plus intéressé au fait qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas beaucoup de temps avec les enfants. Donc, les enfants, sous l'emprise des mauvais compagnons et autres, ils finissent par dérailler un peu. Donc, c'est ce qui m'a motivé. J'avais produit D'une nuit ténébreuse à l'ombre de la sagesse. C'est pas pour suppléer les parents, mais pour prodiguer des conseils. Attirer leur attention. Voilà, attirer l'attention des jeunes garçons, y compris les parents également. Exactement. Alors venons-en au livre qu'on tient en main, au roman qu'on tient en main, Skay, le petit fou de Dembe, vous le disiez. À l'image, à la couverture, c'est un jeune homme qui est effectivement fou, mais qui rend des grands services à la population de ce quartier qui a beaucoup de particularités. Dembe qui est un peu le monde en miniature, quoi, parce qu'on trouve du tout là. Voilà, Dembe c'est le quartier mythique de la capitale. N'importe qui met pied à N'Djamena comprend, c'est-à-dire connaît déjà ce quartier. C'est le quartier le plus fréquenté, le quartier le plus populaire. Et là où il y a la popularité, il se passe des choses. Exactement. Donc le choix de Dembe n'est pas un choix fortuit, c'est réfléchi. Mais attention, c'est-à-dire les faits qui sont dans cet ouvrage ne concernent pas uniquement le quartier Dembe. C'est un choix stratégique, beaucoup plus philosophique si je peux me permettre le terme. Mais
il ne faudrait pas que quelqu'un, en lisant cet ouvrage-là, pense que voilà, c'est des faits réels qui se sont passés dans ce quartier, que j'ai dû mettre ça à l'écrit. Non. C'est un peu imaginaire? C'est bon. Ou c'est l'association des deux, la réalité avec l'imaginaire? Les deux. Les deux. Justement. Alors, est-ce que vous êtes un habitant de Dembé pour commencer? Oui, j'ai vécu dans ce quartier à un moment donné. Ok. Alors, qu'essayez-vous de faire passer comme message en illustrant ce livre ainsi, sinon en l'intitulant Skei, Oui. le petit fou de Dembé? Racontez-nous en quelques lignes déjà cette histoire avant qu'on cherche à comprendre les tenants et les aboutissants. D'accord, essayez de revoir l'image. Ouais. Trouvez-vous comment vous voyez ce jeune homme? Est-ce qu'il est chétif comme moi? Non, bien robuste. Hein. Il est bien robuste. Ouais. Cela voudrait dire quoi? Oui. Voilà, cela voudrait dire quoi? Ouais. La jeunesse, on dit c'est le fer de lance. De lance. De la société, ouais. Voilà. Et l'avenir, c'est les jeunes qui doivent construire l'avenir d'une nation. Oui. Vous voyez un peu? Et si on ne mise pas beaucoup sur la jeunesse, si on ne s'intéresse pas à la jeunesse, on les laisse à la merci de la nature. Vous voyez un peu le risque qu'on est en train de prendre. Donc, Skei ici, d'abord, je viens de le dire, c'est un concept. C'est un concept que j'ai développé et c'est en même temps le nom du personnage principal de l'œuvre. D'accord. Skei, c'est un jeune garçon qui est issu d'une famille monoparentale. Parce que déjà tout petit, il a perdu son père et sa maman a décidé de s'impliquer dans l'éducation de son enfant. Donc, elle est une commerçante, vendeuse de légumes à l'étalage sur le marché. Et de ses maigres moyens, elle s'est occupée de son enfant, qui a fini quand même à atteindre le niveau des études supérieures. Il a fini avec une licence en philosophie. Et la maman, comme elle est exposée aux intempéries, la poussière, la chaleur du marché, elle a fini par développer en elle la crise d'asthme. Et les choses se sont compliquées. Un jour, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle était hospitalisée. Et c'est son garçon-là qui veille sur lui. Malheureusement, le garçon, après 7 ans de chômage, oui. Il n'avait pas les ressources nécessaires. Mais quand même, il s'est battu comme il le pouvait pour s'occuper de sa maman qui est hospitalisée. Un de ces 4 matins, il était sorti tôt le matin pour venir rentrer à la maison, chercher le nécessaire pour repartir à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé en plein milieu de la rue, il était tombé à pic dans une manifestation monstrueuse où il y avait affrontement, police, manifestants, et lui qui n'est pas concerné directement par ce qui se passait. En voulant s'échapper, il était tombé sur une jeune dame enceinte qui s'est écroulée. Elle a suffisamment inhalé le gaz lacrymogène. Elle s'est écroulée et lui, en voulant passer, pris de compassion, il s'est arrêté. Il est revenu dans l'intention de sauver cette jeune dame. Ouais. Mais la jeune dame était tellement corpulente, il ne pouvait pas. Mais il a essayé quand même à sa manière pour pouvoir la sauver. Malheureusement, il a reçu un coup violent à la tête. Il s'est écroulé par la suite. Et quand il est revenu maintenant à son état de conscience, il est sur le lit de l'hôpital. Et sa maman qui était hospitalisée, quand elle a appris cela, elle a piqué. C'est-à-dire sa crise s'est aggravée et elle a succombé par la suite. Et lui, maintenant, quand il a appris la nouvelle du décès de sa maman, il a fini par sombrer également. Donc c'est ce qui est à l'origine de sa folie. Odia, الكلام اللي comprends ورد cette histoire quand même émouvante. اكيد وده بيبقى كثير مع كثير من الشباب التاليين واحد تلقى يجري وكمل قرايته وعنده شغل اخر في راسه لكن يجي شغله يتلف له شغل الفراسه ده كله للاسف يعني وده ما لنادم واحد لناس كثيرين ده قصه لناس كثيرين اذا كان الشيء اللي تلف ليه ده اذا كان باكسيدان اذا كان مثلا بشيء اخر كمان يعني قصه تنتهي ونتمنى انه يعني الله يوفق الشباب انهم هم يكملوا قرايتهم ويلقوا حياه افضل من الحياه اللي ممكن تكون مقابلهم فيا ريت المره الجايه ده تكتب لنا ليتر يعني
كوراجيه الشباب ما نمشي يصير لنا قصة يعني حزينة مرة واحد صراحة للأسف. فهل أنت عندك يعني ليتر آخر تكتب لنا بيحجي فيه يعني كوتي أحسن من ده؟ Un peu la suite de l'histoire. La suite de l'histoire. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Voilà. Bon, elle s'attend à une autre œuvre qui va peut-être apporter un contrepoids. Voilà. Comme je viens de le dire, c'est une trilogie, c'est 3 œuvres Ouais. dont j'ai décidé de publier l'une d'elles. Ah, d'accord. Voilà. Donc les 2 autres sont encore là. Sont encore en cours. Alors donc, on va poursuivre cette histoire parce que tout ce que vous venez de raconter là, franchement, c'est un concours de circonstances malheureuses qui ont conduit à un état de démence l'acteur principal de cet ouvrage. Oui. Ensuite, quand il perd sa maman, il entre tout de suite dans cet état de démence. Il devient fou, Oui. mais pas un fou comme les autres. Voilà, effectivement. Racontez-nous, on est Voilà, friand après ça, Oui. comme vous le savez, on n'est pas fou par hasard. Et ce qui me donne des pincements au cœur, nul ne sort de nulle part. Ouais. On a toujours une origine quelque part. On a toujours des parents quelque part. Mais ce qui me fait beaucoup plus mal, lorsque quelqu'un est atteint d'une démence, ou bien quelqu'un perd la raison, il est du coup abandonné. Vous voyez un peu? Il est du coup abandonné, même s'il se promène. On ne fait rien, même s'il se promène dans la rue dénudé, ses proches, on le laisse comme ça. Ouais. Ça fait mal, ça fait très mal. Donc, j'ai choisi d'intituler l'œuvre Petit Fou. Pourquoi? Parce que c'est pour plaider un peu le sort de ceux-là. Ouais. Parce qu'il faut aussi parler d'eux. C'est aussi des humains comme nous, ce ne sont pas des animaux. Ouais. Et ce qui est arrivé à ces derniers, il se pourrait qu'un de ces 4, ça m'arrive à moi aussi. Ouais. Mais si je ne me prends pas soin de lui, demain peut-être que je vais vivre la même situation. Oui. Donc c'est autant plaider également pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Sous d'autres cieux, ceux qui se retrouvent dans cette situation, il y a des centres, Ouais. on Ils ont appelle ça beaucoup de chance. Voilà, des centres psychiatriques, Ouais. quelque chose comme ça qui les accueille. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien. Et ça fait mal. Oui, on en a parlé ici une fois. Ils sont de plus en plus nombreux. Le nombre de fous augmente exponentiellement au Tchad, en Djamena surtout. Alors, vous, ce que vous passez comme message aussi dans ce livre, parce que je l'ai effleuré rapidement, c'est que Skay rend des services à la population. Et justement. Ce que tous les fous ne font pas. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que ce n'est pas un fou ordinaire. Oui. Voilà, c'est un fou exceptionnel. Pourquoi? Oui. Pourquoi c'est fou? Parce que chez nous, quand tu essaies de toucher du doigt certains problèmes, quand tu essaies d'en parler et apporter ta contribution, on te traite de fou. Ouais. Ça, vous en savez. Vous Exactement. le savez. Voilà, on vous traite de fou. C'est pourquoi ce personnage, j'ai voulu qu'il soit fou pour avoir la liberté de dire les choses de manière claire et de toucher du doigt ce qu'on refuse de dire. Donc voilà l'objectif. Vous dites aussi quelque part, je ne retrouve pas la page, je l'ai vu tout à l'heure, il faut accepter d'être des fous, quoi, quelque part, parce que si le monde est ce qu'il est, parce qu'il y a eu des gens assez folles pour pouvoir réfléchir autrement que la société et de changer les choses. Est-ce que vous saviez que les grands philosophes sont traités de fous? Raison pour laquelle je vous ai dit que c'est un jeune qui a fini ses études en philosophie. Ouais. Donc le choix est stratégique. Ah ouais. C'est bien réfléchi. Donc c'est une défense en quelque sorte Justement. au fou. C'est aussi une invitation à être un peu fou. Quelquefois, oui, si c'est nécessaire. Si ça peut apporter un changement positif, pourquoi pas? Tu comprends? Il faut être un peu folle dans la tête pour faire des choses que tout le monde ne fait pas, quoi, en fait. أكيد. Ah ouais. Peut-être qu'on va te taxer de fou, mais il faut oser. n'a pas de temps ممكن تقدر تعطي un message. Oui, par rapport au livre, surtout si vous avez un message important à passer à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur les jeunes comme moi. Moi qui vous parle personnellement, comme vous venez de le lire, j'ai fini le Master 2 en 2016. Mais aujourd'hui,
Je suis parmi ces milliers de jeunes qu'on qualifie de diplômés sans emploi. Mais moi, je ne me définis pas de la sorte. Ouais. Je suis un diplômé débrouillard. Parce que si je ne le fais pas aujourd'hui, est-ce que je serai sur votre plateau? Non. Donc, il faut oser. Il faut oser. Le diplôme, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faudrait que l'on se valorise. Il faut se battre. Bien que attendre, c'est bien, mais attendre pour combien de temps? Qui est sûr que demain, ça va changer? Donc, il faut se donner des possibilités. Il faut créer des situations qui peuvent te permettre d'accéder quelque part. On peut le trouver où? Cet ouvrage? Oui. Au centre Al-Mouna, à l'Institut d'art oratoire, ouais. Porte 17. D'accord. Très intéressant, hein, parce que c'est un livre altruiste. Vous l'écrivez pour les autres jeunes en partant de votre situation. Et vous dites au dos ici une phrase très motivante. Nul ne peut changer votre destin. Ce qui vous est destiné sera sûrement à vous, qu'importe le temps que cela prendra. Croyez en vous et ne baissez jamais les bras. Je m'arrête là et je vous félicite, franchement. Merci d'être passé, nous faire découvrir ce livre. Et on a de l'eau à la bouche pour aller jusqu'à la dernière page, hein, franchement. Très intéressant. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous. Voilà. شكرا جزيلا. مشاهدينا نعود إليكم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بك عبد الجليل بشار. شكرا، اهلا وسهلا وشكرا عليكم. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. اليوم موضوعنا طبعا موضوع مهم جدا، هو حوكمة الانترنت. لطالما يعني تحكم الانترنت في حياتنا بشكل يعني كامل، واحيانا قد يطلع عن السيطرة. فانتوا عملتوا جولة حول هذا الموضوع وتبدأ غدا إن شاء الله، فممكن تقدر تكلمنا أول شيء عن حوكمة الإنترنت مفهومها، بعد كده تكلمنا عن الجولة اللي بديتوا فيها وهدفها شنو. شكرا جزيلا لكم، مشرفين بكم نكون معكم هنا. على حوكمة الإنترنت هي كيف ننظم الإنترنت في العالم، ده حكم الإنترنت. الإنترنت ما هي حكومة بس، الإنترنت ما هي شباب بس، الانترنت ما هي النساء، ما هي الجامعات. الانترنت يشمل الناس كله. دونك 2003 الأمم المتحدة لما في تونس عملوا عشان ده، قالوا كيف ننظم منتدى الانترنت في العالم، ومن عالم للإقليم ومن إقليم للدولة. كيف مسألة الإنترنت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وكيف الكل تلمم أي يجيب فكرة حقها. ده الأمم المتحدة أسس الحكومة بتاع الإنترنت لنجلسوا نشوف المشكلة بتاع الإنترنت شنو في أي دولة. لأننا بدينا هنا في تشاد 2014 عملنا أول منتدى في بيت المرأة عملناه، ومن ده أي مسانا نعملوه، في تدريب نعملوه كده. وأصلا الحمد لله بكرة يوم سبت 16 سبتمبر بكون في سال سهل الأحمر، سال الأوناما، سال روش، بكون المنتدى بتاع حكومة الإنترنت بتاع تشاد. وبتاع إفريقيا يكون في نيجيريا في سبتمبر. والعالم بقول في يونان. العام الفات بتاع افريقيا عملوا في اديس ابابا، وحسب سنه بكون في نيجيريا. دوك اي دوله بعمل حقها. بس بكره عندنا شباب بجوا، النساء نناقش في عده مجال. بكره التيماتيك الكبير نحجوا في الشبكه الانترنت وشبكه بتاع اتصالات، شنو مشاكل بتاعها كم أننا نستعملوه، كيف فكرة قنا شنو معناه الانترنت كان خالي، شنو نسوي الانترنت قبوتي، وكيف الانترنت بيكون انترنت جيد، ما التمر ينقص، ما كيف يكون انترنت جيد. وده الإيد ويدا ما بصفق، ما نخلو أرسل ويدا، ما نخلو المينستر ويدا، ما نخلو النساء ويدهم، كلنا نجمو في سال بتاع أوناما ونناقشوا عدة مجال. وفي المجال اللي نناقشه في المشكلة الكبير بتاع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أصبح مشكلة كبيرة عالمية، مش شادية.
قالوا مشيت في صوماليا في المشاكل نفس المشاكل بتاع تشاد موجود. في إريتريا مشيت نفس المشاكل، في السودان، في أمريكا. دكو مشكلة الإنترنت، استعمال الإنترنت هي مشكلة مش مشكلة تشادية، مشكلة عالمية. من الدولة قدروا ينظموا شوية، عملوا تدريب كتير في جامعات وفي البيت. العباد قاعدين شوية للشباب يقول هي ده كده كده كده. لكن اليوم الشباب لقوا الانترنت ودخلوا فوقه. مش النار ماشي في صحراء ودخل ما بعرف هي اللي وجهي. دي المشكله الخطوره الكبيره قاعد فوقها. وبكره نكلموا في الاستعمال الجيد بتاع الانترنت للشباب وللنساء. والحمد لله عندنا 3 وزراء بيجونا بكره ان شاء الله. ان شاء الله. بكلموا في الاهميه بتاع استعمال الجيد بتاع الانترنت. دوك نشكرهم كثير. والمشكله بتاع الانترنت مش مشكله بتاع حكومه فقط، مشكله بتاع شعب كله. بس بكره عملنا الاسوسياسيون بتاع الدولار الكونسوماتير الموجودين في تشاد بيجوا نناقشوا في الاوبراتيل الاتصالات، شبكه الاتصالات ده كله بيجونا بكره ما شاء الله نشكرهم كثير. بيجوا يناقشوا في الارسيب وبكون البوليس بتاع الانترنت هو كله موجود، الحكومه موجود، الشعب موجود، الشباب موجودين، الفو بتاع الدم كلهم موجودين. كلنا نجلس سوا ونحجوا المشكله بتاع الانترنت شنو، استعمال الانترنت شنو، وكيف نعملوا ريكومنداسيون للانترنت بيكون بثمن انقص ويكون جيد، مش الثمن انقص ما يكون جيد. وده خدمه بتاعنا كلنا نخدمه سوا. Alors, on a compris, l'Internet, c'est l'affaire de tout le monde. Je précise que vous êtes le secrétaire exécutif du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Si vous pouvez nous rappeler un peu en français facile, d'où est venue cette initiative, elle est de qui exactement? Merci beaucoup. Comme vous le savez, je pense que tout le monde connaît c'est quoi l'Internet en tant que tel. La gouvernance de l'Internet, c'est un espace de discussion, on appelle multipartite, inclusif et sans discrimination. Donc cet espace permettra même la gestion, que ce soit la gestion politique, la gestion économique, la gestion technique et sociale de l'Internet. Donc il faut associer tous les acteurs concernés, que ce soit les ministères qui sont en charge de ces affaires technologiques, les régulateurs, les associations, la jeunesse, les médias que vous êtes, le monde académique, tout le monde, on s'assoit ensemble pour la gestion collégiale de l'Internet et multipartite. Chacun amène ses idées autour de la table. Exactement. Des opérateurs aussi sont là. Le régulateur est là et la jeunesse est là. Donc l'idée en tant que pour le forum, donc ça c'est la gouvernance de l'Internet, c'est la gestion multipartite. Il y a le forum sur la gouvernance de l'Internet qui était une idée initiée par le système des Nations Unies en 2013. C'était à Tunis, on appelle l'agenda de SMCI, qui a voulu que chaque pays va propulser un dialogue sur la gouvernance de l'Internet, qu'on appelle beaucoup plus l'étiquette forum sur la gouvernance de l'Internet. Donc il y a plusieurs types de gestion. C'est le plan mondial. Donc chaque année, il y aura ces forums. C'est le plan mondial. Donc cette année, le forum aura lieu au Japon. D'accord. Donc ça, c'est le plan mondial. Chaque continent doit organiser ses forums. En Europe, ils ont leur forum. En Afrique, l'année dernière, nous avons organisé à Addis Ababa. Et cette année, tous les pays du monde, on va se voir à Abuja. Abuja, ok. Et à part ça, donc, il y a le sous-régional, comme la CEDEAO, la CEMAC. Donc on se concerte entre nous. Et il y a les nationales. Donc les nationales, donc nous allons organiser la 7e édition. Donc nous avons commencé en 2014. La première édition, nous l'avons organisée en 2015 avec plusieurs thématiques. Donc demain, 16 septembre 2023, donc dans la grande salle de l'ONAMA, que nous profitons à remercier pour leur support, nous allons organiser la 7e édition sur la thématique capitale, qui est la qualité du réseau mobile, l'expérience consommateur, et quelles sont les mesures à prendre. Et Dieu merci, nous avons tous les acteurs, toutes les parties prenantes, nous allons les inviter. Et nous avons eu la confirmation de 3 ministres qui vont être là.
Et nous les remercions, les opérateurs mobiles aussi, nous les remercions. Donc ce n'est pas un espace de guerre, mais c'est un espace de dialogue. Dialoguons. Ça, c'est ce qui est plus important. Ouais. Donc quand on dialogue, on trouve toujours des compromis. Exactement. Donc il y a les associations de consommateurs, il y a les FAI, il y a les régulateurs. Donc il y a plusieurs thématiques. La thématique la plus importante, on peut parler quels sont les droits et les devoirs d'un consommateur dans le secteur numérique. Ouais. Donc ça doit être fait par l'ARCEP. Donc c'est quoi notre droit en cas de litige, où il faut aller, quelle porte il faut frapper. Donc c'est plus important, il faut éveiller, il faut communiquer, il faut expliquer. Exactement. Donc ça c'est notre rôle. Et les enjeux des réseaux sociaux, ça c'est plus important, comme on a parlé tout à l'heure. Il y a la haine, il y a le harcèlement en ligne, il y a certaines vidéos antisociales qu'on voit sur les réseaux et les gens ne sont pas orientés. Tous ces éléments, nous allons en discuter demain. Oui. Et quelles sont je peux dire, les activités qui ont été réalisées par les différents acteurs. Que ce soit les FAI, il faut qu'ils viennent, ils s'expliquent. Ouais. Les OTM qu'on appelle les opérateurs mobiles, qu'est-ce qu'ils font pour améliorer la qualité des services? Ils viennent. Le gouvernement. Donc tous ces éléments, donc, on se voit tous ensemble pour une journée, on discute, on sort avec des recommandations. Et ces recommandations, on envoie à qui les droits, et en même temps, ces recommandations, on envoie au Forum africain qui aura lieu à Abuja. Donc la gouvernance de l'Internet, c'est la gestion de la chose commune, surtout de l'Internet d'une façon collégiale, multi-acteurs, sans discrimination, en impliquant tous les acteurs ensemble. جرال ممكن ننطوا شانس للكاتب يتكلم عشان يمكن يفكر يوم واحد يصير لنا ليفر بموضوع عن الانترنت. C'est un sujet qui vous intéresse, hein? Vous êtes aussi sur Internet. C'est très intéressant, mais je crois que j'ai touché cet aspect-là dans le livre aussi. Dans le livre aussi. Il y a un chapitre qui est intitulé La Grande Faucheuse. Donc aujourd'hui, vous savez, il y a certains hommes au XXIe siècle ici. Quand ils épousent une femme, ils ne veulent pas que cette dernière sorte même de la maison. Vous voyez un peu. Donc la femme se retrouve calfeutrée entre les quatre murs. Oui. Et pour ne pas que celle-là puisse se déprimer ou s'ennuyer, oui, on préfère acheter un écran placement et lui acheter, je ne sais pas, un iPhone. Oui. Et là, la dame, tout son temps, c'est la télé et les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, en s'habituant à ces choses-là, elle oublie même sa responsabilité en tant qu'épouse. Oui. Et cela entraîne souvent des conflits au sein du foyer. Et quelquefois, il y a des malheurs qui surviennent également. Oui. Donc, dans cet ouvrage, j'ai touché également cet aspect. Oui. Si je peux aller très vite. Très rapidement. Voilà, il y a un jeune couple. Il y a un monsieur qui est en taximan. Il a épousé une fille et il s'est dit que sa femme est la plus belle au monde. Donc, il ne voulait pas que cette dernière sorte de la maison. La jalousie. Voilà. C'est normal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il y avait incompatibilité sanguine, question de rhésus. Oui. Donc, il ne pouvait pas avoir... À chaque fois quand la femme tombe enceinte, il y a des fausses couches. Oui. Et aujourd'hui, avec la médecine moderne, la dernière grossesse a été sauvée quand même. Oui. Donc, ils ont eu la chance d'avoir une fille. Et madame, comme elle est habituée, réseaux sociaux, la télévision, lorsque la fille a 12 ans, à l'absence du père, c'est la fille qui fait tout à la maison. Un de ces quatre, la fille revenait de l'école. Et sa maman était concentrée sur la télévision. Il y avait une série, je ne sais pas si vous l'avez suivie, La Terre des Passions. Donc elle était complètement absorbée par cette série-là. L'enfant lui demande, maman, j'ai faim. Elle a dit non, va à la cuisine, il y a le reste du petit déjeuner dans la marmite. On peut abréger la faim, la fille fait quoi? Non, elle a demandé à sa fille d'aller... Oui, puisqu'on n'a pas de temps. Voilà, le petit déjeuner de la matinée qui est encore là. Donc la petite étant dans la cuisine, elle a remarqué que le repas est un peu froid. Donc elle a décidé d'allumer la gazinière pour chauffer le repas. Et la fausse manœuvre a fait que, en voulant, c'est-à-dire quand elle a réussi à ouvrir et craquer la bûchette d'allumettes, ça s'est explosé malheureusement. Oh, et madame qui est devant la télé, comme elle est tellement concentrée à suivre, voilà. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qui s'est passé. Donc il a fallu que c'est le quartier qui se mobilise pour venir éteindre le feu et l'enfant était grièvement blessé. Il a fallu qu'une dame aille dans le salon
avertir la maman. Et quand elle était sortie, elle a tapé également une crise. Et le papa, qui est taximan, étant au volant de sa voiture, on l'a appelé pour lui faire savoir. Et malheureusement, lui aussi, il a fait un accident. Donc la fin était vraiment tragique. Chaotique, carrément. Vraiment. Wow. Ça montre combien la gouvernance de l'Internet, c'est l'affaire de tout le monde. On doit sensibiliser tout le monde sur l'importance de savoir utiliser l'Internet, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on va faire prendre une pause, non, Fatia, très rapidement pour aller au flashback. Voilà, c'est une des rubriques de la LECO. On regarde très rapidement. Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être reçus aujourd'hui par Mme Marie Mamanour, femme politique, plusieurs fois ministre, et sera question de la remontée dans le temps. Bonjour Mme Marie Mamanour. Première question, parlez-nous de votre enfance, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je suis née le 17 juillet 1956 dans un village, un petit village qui s'appelle Bili, situé à 200 km à l'est de N'Djamena, dans le Chari Baguirmi, département du Baguirmi. Et j'ai passé ma petite enfance, toute petite enfance, à Bokoro, où mon père était président du tribunal coutumier, premier assesseur. Et donc, j'ai passé une enfance très heureuse, une enfance insouciante. Nous étions les enfants de la famille, des voisins, de tout le monde. Les jours de la fête, nous faisons le tour du village. Nous entrons dans toutes les maisons et nous étions bien accueillis. Les soirs, nous avons des jeux au clair de la lune. Et comme jouet, nous avons des poupées en bois fabriquées par les forgerons, ou bien des animaux en argile que nous-mêmes nous fabriquions. Nous n'avions pas l'électricité. Nous avions que les lampes tempêtes. Et nous allons nous baigner dans les marigots. Donc c'était une enfance vraiment heureuse. Parlez-nous de votre jeunesse, ça c'est de partie de votre enfance. Comment était la vie dans les années 56? En 56, c'est juste ma naissance. Après cela? Donc après cela, j'ai débuté le CP1 à l'école de Bokoro. Ensuite, on était venu ici à Fort-Lamy. J'étais à l'école Bololo. Et j'avais des amis, des camarades, des copines, vraiment de toutes les ethnies. Donc on ne se demandait pas de quelle ethnie est notre ami. Fort-Lamy, à l'époque, les voisins, il y avait vraiment toutes les ethnies confondues. Donc nous étions à Margandafak. Et les jours de fête, nous allons jouer à la place de la mosquée de Fort-Lamy. Donc à l'époque, c'était une petite mosquée. Tous les dimanches, il y avait des réjouissances populaires dans les quartiers. Et quand un enfant fait une bêtise, les voisins peuvent le corriger. Et il le ramène à sa famille et la famille remercie les voisins. Et plus tard, au lycée Félix Eboué, moi, mes meilleurs amis, c'était Ndjekeri Netono Noël, c'était Fé Mugelta Nadina Nicole, c'était Fé Nanadoum, parce que nous qui avons fait la série scientifique, nous n'étions pas nombreux. Donc nous avions passé notre bac en 1977 et avait une seule terminale C pour tout le Tchad. Et on était une quarantaine. Vous avez passé le bac à N'Djamena? À N'Djamena, au lycée Félix Eboué, en 1977. Et donc, les élèves venaient de partout, d'Abéché, de Sar, de Mundou, de partout. Et donc, nous étions très, très soudés. Et pour remonter encore à Bokoro, notre papa, donc, qui était un chef religieux, il était aussi chef de canton. Sa maison était ouverte à tout le monde. Donc, quand il y avait une fête dans la famille, une cérémonie, un événement, heureux ou malheureux, donc tout le monde était là, y compris la mission catholique. Et donc les jours de fête, les responsables de la mission catholique venaient à la maison, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment une vie en symbiose. Parlez-nous brièvement de votre cursus scolaire. Tout à l'heure, vous avez passé le bac en 1977, c'est ça? C'est ça, exactement. Et après, vous avez entamé les études supérieures? Alors, après le bac en 1977, le bac C, j'étais à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farsha. Donc, nous n'étions pas nombreux. Moi, j'ai voulu m'inscrire en gestion technique économique, mais on nous a obligés on nous a dit, nous devions, il n'y avait pas assez de scientifiques au Tchad, donc nous devions absolument faire une carrière scientifique.
Donc j'étais obligée, on m'a dit, vous allez brûler d'abord les 4 cartouches, c'est-à-dire faire les 2 sessions. Si j'ai raté les 2 sessions, c'est-à-dire 2 ans, les 4 sessions plutôt, donc j'allais être autorisée à m'inscrire en sciences économiques. Et donc nous avions commencé l'année scolaire 77-78, puis 78-79, et puis les événements de 79 ont éclaté. Tous les professeurs étaient français à l'époque, au lycée Félix Eboué comme à l'université, à la faculté des sciences exactes notamment. Et donc ils étaient rentrés. Et nous alors, on s'est portés volontaires pour enseigner nos jeunes frères et sœurs donc au lycée Félix Eboué. Moi je me rappelle, j'avais pris 2 classes de seconde C, alors que moi-même j'étais en première année de maths, physique, chimie. Oui. Voilà, mais pour nous c'était un devoir parce qu'il fallait absolument en ce moment crucial donc aider notre pays. Après la guerre de 80 a éclaté, nous avions chômé pendant 3 ans. L'université était fermée. Et donc en février 81, j'ai eu une bourse du HCR pour aller étudier à Yaoundé au Cameroun. Donc arrivé au Cameroun, ils n'ont pas maths, physique, chimie. Donc il y a soit maths informatique ou physique, chimie. Alors je me suis inscrite en maths informatique parce que je n'aimais même pas trop les sciences physiques. Et il y avait les cours se faisaient en français et en anglais. Et je me suis inscrite au mois de février, donc 4 mois après la rentrée scolaire. Et après, il y avait le FED qui octroyait des bourses. Et mon mari avait trouvé pour moi une bourse donc pour aller étudier à Brazzaville. Et donc, pour la petite histoire aussi, moi, j'étais fiancée à l'âge de 10 ans, parce que mon mari, que vous voyez ici sur la photo, c'est mon cousin. Et donc, mon père lui a dit, Marie, on va grandir pour toi. Là, j'avais 10 ans. Donc, à 14 ans, on a fait les mariages religieux, la Fatia. Et puis, à 16 ans, j'ai regagné mon foyer. Donc, le jour où le BPC était affiché. Donc, c'est dans mon foyer que j'ai poursuivi les études. 4 mois passés à Yaoundé, je suis allée à Brazzaville. Et là, j'ai pu m'inscrire en sciences économiques avec l'autorisation du gouvernement tchadien. Et je suis arrivée jusqu'au niveau maîtrise, 2S1. Et le FED avait décidé d'envoyer tous les étudiants qui ont la licence poursuivre à Abidjan. Et nous étions 111 Tchadiens à être envoyés à Brazzaville. Moi, j'étais parmi les rares, pour ne pas dire l'unique, parmi ceux qui voulaient aller à Abidjan, à avoir eu ma maîtrise. Donc, c'était difficile d'avoir l'autorisation d'aller poursuivre les études. Et nous avions un ambassadeur qui était un vrai commis de l'État, qui l'est toujours, je pense, c'est Didi Valentin, donc qui était notre ambassadeur. Et il a dit, bon, toi, Mariam, tu as déjà eu ta maîtrise, donc moi, je ne peux pas t'autoriser à aller poursuivre les études. Mais que dois-je faire? Alors, heureusement, comme on le dit en français, en arabe, donc, il y avait le docteur Abbassidik qui était de passage à Brazzaville. Il était le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, je suis allée le voir et je lui ai expliqué mon problème. Et il a dit, ma fille, dis-moi la vérité. Si tu vas à Abidjan, c'est pour faire la maîtrise ou le DEA? Je lui ai dit, mais papa, j'ai déjà la maîtrise. Si je vais à Abidjan, c'est pour faire le DEA. Il a dit, ma fille, on n'a même pas beaucoup de filles qui ont étudié jusqu'à ce niveau. Donc, dans ton formulaire, je vais te le signer. Donc, il a signé le formulaire. Et je suis allée à Abidjan et j'ai fait mon DEA en sciences économiques, option développement et commerce international et spécialité économie de la consommation alimentaire. Et donc voilà un peu mon cursus. Et comme j'étais déjà mère de famille, il fallait rentrer. Sinon, j'avais obtenu une bourse d'université de Clermont-Ferrand pour aller faire le doctorat en France, mais j'étais déjà mariée. J'ai dit non, il faut que je rentre, donc m'occuper de ma famille. Madame Marie Mamanour, vous êtes aujourd'hui une femme politique et plusieurs fois ministre. Et dites-nous, comment vous avez eu ce temps et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire un livre intitulé « Une fille du Sahel » Diawha. C'était pas facile d'allier la vie de famille avec la vie professionnelle. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai démarré ma carrière au CECADEV. C'est une ONG de développement rural intégré, Secours catholique et développement, avec le père Pierre Faure. Et j'ai fait 2 ans là. Et après, le défunt ministre Soumaïla Mamad avait vu mon CV. J'avais une licence en planification du développement et puis un DEA et tout ça. Il a dit, mais cette dame-là, il me la faut
comme directrice du plan, quand bien même que je n'étais pas fonctionnaire. Et donc c'est ainsi que je me suis retrouvée en mai 1989, donc directrice du plan. Et puis j'ai évolué. Un an après, j'étais devenue directrice générale adjointe du ministère. Et puis il y a eu le changement de régime. Donc à l'avènement du MPS, donc le régime du fait maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Donc à ma grande surprise, le premier gouvernement, le Conseil d'État, donc j'étais dedans. Donc j'étais commissaire au plan et à la coopération internationale, ce qui... Date qui marque votre entrée en politique. Entrée en politique. Bon, quand bien même que normalement le poste de secrétaire d'État, c'est un poste technique. Voilà, mais par la suite, on est amené à faire des campagnes, etc. Et j'étais membre de la direction des campagnes du président Déby en 1996, ainsi de suite. Donc j'étais en train de plein pied dans la politique. Donc quand j'ai... En 1991, donc je devais aller accompagner le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, en France. Je ne savais pas comment me comporter, parce que j'étais jeune, je n'avais pas l'habitude, comment me comporter devant les autorités françaises, devant les personnalités. C'est votre premier voyage officiel. Voilà. Et j'avais aussi un peu une lutte intérieure. Est-ce que si je me couvre la tête, est-ce que c'est mal vu? Est-ce que je dois boire du vin? Etc., etc. Donc, vraiment, je me cherchais, quoi. Et je suis allée à la FNAC, à Paris. J'ai dit, moi, je veux un livre qui m'explique à peu près comment me comporter. Donc là, je suis ministre, là, et je ne sais pas comment faire. Alors, ils m'ont conseillé un livre, Guide du protocole et des usages. Et ils m'ont conseillé aussi les livres d'Amadou Ampateba, Amkoulel l'enfant Peul. Eh bien, ce livre-là m'a beaucoup aidé. Celui d'Amadou Ampateba. L'autre, celui de Jacques Gandouin, c'est pour le protocole. Mais l'autre, vraiment, c'est en tant qu'Africaine. Donc, ça m'a rendu fière de ma culture. Donc, c'est ça qui m'a amené à écrire ces premiers tomes de mes mémoires. Donc, Al-Jawhara, c'est en fait mon deuxième prénom. Je m'appelle Mariam Al-Jawhara. Donc, je suis homonyme de ma grande-tante, la tante paternelle de ma mère. Et donc, c'est un prénom qui ne figure pas dans mes papiers. Et donc, comme lui, c'est Amkoulel l'enfant Peul, moi, j'ai dit, moi aussi, je prends un nom. Donc, Al-Jawhara, une fille du Sahel tchadien. Sahel tchadien, pourquoi? Parce que le Tchad fait partie d'un ensemble. Donc, le Sahel, qui a les mêmes problèmes, les mêmes valeurs, les mêmes cultures. Donc, je suis je dirais un singleton, mais quand même dans un ensemble. Voilà. Pouvez-vous nous montrer quelques anciennes photos dans le cadre soit professionnel ou politique de votre... Oui, je n'ai pas sorti toutes les photos parce que j'en ai beaucoup. Il y en a qui sont anciennes. En tout cas, beaucoup sont de la période d'avant, donc 99. Donc l'époque qui couvre la période du livre. Et donc ici, c'est un album de la CNS, Conférence nationale souveraine. Donc c'était en 93, donc moi j'avais déjà été... Ça c'est pour la conférence 1993, on peut montrer à la caméra. J'avais déjà occupé la fonction de secrétaire d'État au plan. Et donc là j'étais avec des partenaires, j'étais avec des amis. Ici j'étais en train de faire ma déclaration à la CNS. Votre première déclaration à la CNS, parce que j'étais venue au titre d'une association, l'Association des femmes tchadiennes pour le développement. Et donc, tous les participants qui sont venus au titre de leur corporation avaient des déclarations à faire. Et donc, moi, j'ai fait ma déclaration. Et ici, j'étais avec Suzanne Djangbe, et la défunte Feu H. Courrier, ici, paix à son âme. Ici, j'étais avec Zenbada et avec Feu Fatidouga. Voilà. Et un peu plus loin, ici, avec Madame Garbatina Carmel Soukat. Voilà, là aussi, c'est avec Gangbez Kosnay. Donc voilà un peu les quelques photos. Sinon, j'en ai d'autres aussi, mais c'est un peu laborieux de les chercher. Madame Mariam, ça sera ma dernière question. Quel message adressez-vous aujourd'hui à la jeunesse tchadienne dans le cadre de la cohabitation pacifique? Bon, le message que je peux adresser à la jeunesse, c'est qu'un individu, il faut le considérer
de par sa valeur intrinsèque. Ne pas le considérer par rapport à son ethnie, son ascendance, sa descendance, etc. Non. Parce qu'un individu, c'est un tout. Donc, par rapport à juger les gens sur leur comportement, pas sur leur origine. Et le président Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et c'est la vérité. Que ça soit dans le travail aussi. C'est vos collaborateurs avec qui vous travaillez là. C'est eux votre famille. Et donc, il faut considérer la personne par rapport à sa propre valeur et non se fonder sur les ethnies, les religions, etc. Et un autre conseil aussi que je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas être pressé. Vous savez, nous, on avait la trentaine quand on a démarré la carrière politique. Et jamais on a voulu dire que nous sommes jeunes, il faut faire ça. Non, quand on te donne une fonction, donc tu dois relever les défis. C'est un défi que tu dois relever et tu dois développer la culture de l'excellence. Et donc bien faire ton travail et ainsi tu vas mériter de gravir les échelons. Et donc je pense que nous avons un pays merveilleux, un pays qui a beaucoup de potentialités et nous pouvons vraiment nous donner la main et nous investir à fond pour pouvoir vraiment l'amener à l'émergence. Merci Madame Marie Mamanour, merci à vous de regarder Télé 4 vivement à vendredi prochain. Merci beaucoup à Djourab pour cette interview dans Flashback avec l'ambassadrice Maria Mahamat Nour, une grande dame politique que nous saluons en direct ici avec toute sa famille. Ça nous porte directement au flash d'information estampillé Ali Mahamat Bello. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Fatih, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce flash d'information. Ouvrons ce flash à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, a échangé hier avec le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Ali Hadji Mohamed Saïd, au centre des discussions, les stratégies à mettre en place pour favoriser la création d'emplois. Au sortir de la rencontre, le Premier ministre a affiché la volonté du gouvernement à améliorer le financement du secteur privé, en particulier celui des petites et moyennes entreprises. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Tchad au ministère de la Communication, Gunther Overfeld, et le chef du département, le porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, ont mis sur la table des discussions la coopération entre le Tchad et l'Allemagne dans le domaine des médias. Le diplomate allemand a dans la foulée exprimé la volonté de son pays à œuvrer pour le renforcement de la coopération dans le domaine des médias. Intéressons-nous maintenant au séminaire ouvert dans le cadre de l'introduction du vaccin PCV et du vaccin antirotavirus, des vaccins destinés aux nourrissons de 0 à 23 mois de 4 pays, à savoir la Guinée, la Somalie, le Soudan du Sud et le Tchad, pour les mettre à l'abri de la pneumonie, de la méningite et de la diarrhée grave. À ce séminaire, les parties prenantes nationales, régionales et internationales mettent sur la table des discussions la question du financement de l'approvisionnement et de la distribution de ces vaccins qui pourront sauver la vie d'environ 60 000 enfants de moins de 5 ans et d'éviter environ 2,4 millions de cas de pneumonie grave. Il n'est pas sous les projecteurs, loin de la scène depuis 2 ans déjà. L'artiste musicien Guy Djikoloum Belkemingar alias Sultan, c'est de lui qu'il s'agit, a connu un accident de circulation. Un accident qu'il a coulé au lit. Il a reçu des interventions médicales à l'intérieur et à l'extérieur du pays, sauf que sa situation s'est dégradée depuis quelque temps, accentuée par une insuffisance rénale qui nécessite une somme de 45 millions de nos francs pour l'opération chirurgicale. L'artiste a trouvé les donneurs, mais c'est la somme d'argent demandée pour la greffe des reins qui fait défaut. Déboussolé, mais il ne plie pas les chines et se tourne vers le gouvernement et les bonnes volontés. À travers une conférence de presse qu'il a animée dans son lit de malade, l'artiste Sultan appelle à l'aide. Point final pour ces flashs d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours de notre carte Télé 4, c'est votre télévision.
Merci infiniment Ali Mahamat Bello. À tout à l'heure pour une autre édition du Flash d'information. Et très bonne journée à vous. On marque donc un petit arrêt ici pour lancer ce coup de cœur à l'endroit de l'artiste Sultan Guy, un pionnier du rap et de la musique en général qui passe par des moments très difficiles. Allez donc sur sa page Facebook. Vous retrouverez des numéros sur lesquels vous pouvez donc contribuer, que vous soyez sur place ici au Tchad ou à l'extérieur un peu partout. Faites ce geste de cœur pour sauver ce guerrier, ce grand monsieur de la musique tchadienne. Force et sollicitude à l'artiste. Retour sur ce plateau avec deux autres invités. Alors, je l'ai dit tout à l'heure par erreur, à ma droite, c'est Dr Béchir Mahamat Béchir. qui est là pour nous parler de la production animale. C'est bien cela, Fatia? طبيب بيطري ومختص في الإنتاج الحيواني. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. تكلمنا عن الإنتاج الحيواني وعن إزراع الأسماك إن شاء الله. إن شاء الله. نبدو معك لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بك مجددا. احنا اليوم موضوعنا موضوع هام جدا هو الانتاج الحيواني. طبعا تشاد من الدول المعروفه بالانتاج الحيواني بشكل عام، لكن بعض الجوانب اللي لسه ما وصلت لها فربما اليوم نتناقش فيها ان شاء الله، وهو الاستزراع الحيواني، وبعض الامور الاخرى ان شاء الله يكون لنا فقرات اخرى كمان ممكن نتناقش فيها. لكن بدايه ممكن تكلمنا عن الانتاج الحيواني بشكل عام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، خالص الشكر والامتنان لقناة الوطن تشاد تي في على حسن الاستضافة. الإنتاج الحيواني. الإنتاج الحيواني عالم واسع جدا وكبير شديد، فمجال الإنتاج الحيواني من أهم المجالات في العالم. معظم الدول ترتكز اقتصادها على الإنتاج الحيواني، فتشاد من أهم الدول في إفريقيا في مجال الإنتاج الحيواني. فتقريبا تشاد لديها حوالي 100 مليون رأس من البهائم، فده عدد كبير جدا، وتحتل حاليا المركز الثاني في إفريقيا. فالإنتاج الحيواني أقسام عديدة. ففي مجال الإنتاج الحيواني يوجد قسم الأسماك، وقسم الدواجن، وقسم المواشي اللي هي من أبقار وغيرها، وفي قسم آخر يسمى بقسم الحياة البرية. قسم الحياة البرية ده بيتعلق بالسياحة، بالجانب السياحي. زول في المحميات، كونه زول يمشي المحمية يشوف الحيوانات، يتصور مع الحيوانات، فده يتعلق بالجانب السياحي. أما الآن نحن موضوعنا حيكون في الجانب بتاع الحيوانات وكيفية توفير الغذاء للإنسان. طيب، ففي قسم الإنتاج الحيواني عموما أنا هتكلم لكم عن قسم الأسماك. هتكلم لكم عن الاستزراع السمكي. مفهوم الاستزراع السمكي. الاستزراع السمكي بمعنى تربية أحياء مائية في بيئة محكمة تحت سيطرة الإنسان. يعني إحنا بنجيب أسماك في أحواض، الأحواض بتكون لها مقاييس معينة، والاستزراع ذاته بينقسم في حد ذاته لنوعين. الاستزراع في المياه العذبة، مثلا مياه الأنهار والبحيرات زي بحيرة تشاد النهرية، والاستزراع في المياه المالحة زي مثلا في البحار المالحة والمحيطات وكده. فنحن بنركز على المياه العذبة، لأن نحن في إفريقيا حاليا يعني نادرا ما يكون في بحار وكده إلى على الدول المحيطات والكلام دي المطلة على المحيطات. طيب، فالاستزراع السمكي هنعمل أصلا الحوض، بنجي لتأسيس الأحواض. بنعمل الحوض بمقاييس معينة، في أحواض إسمنتية وأحواض ترابية. فنحن بنركز في الأحواض الإسمنتية لأن مفعولها أعلى. طيب، في الأحواض الإسمنتية مفعولها أعلى من أي ناحية؟ من الإنتاج. أيوة، في الإنتاج. فيفضل الأحواض الإسمنتية، بتوفر يعني جو ملائم أكثر. جو ملائم أكثر، أيوة. وبنقدر نتحكم مثلا في حرارة الموية، في الأكسجين، في البي اتش بتاع الموية. أما إذا عملنا أحواض ترابية، ودي تشتغل مساحات واسعة جدا، مثلا حوالي 1 فدان 2 فدان، ده للحوض الواحد. أما الأحواض الإسمنتية فممكن القاعة دي مثلا تكون 20 متر في 10، ده كافي جدا لإنتاج 5000 أو حكاية 3 طن من الأسماك. فالدورة بتاعت الأسماك بتاخد 6 شهور منذ الزراعة إلى الإنتاج.
6 شهور إلى 7 شهور. طيب فنحن بنقوم في أول خطوة من أجل حاجة بقول لها الزراعة اللي هو اليرقات الصغيرة في الاستزراع. ويفضل في الاستزراع السمكي في إفريقيا نوعين من الأسماك، سمكة البلطي والقرموط. سمكة البلطي لأنه التحول الغذائي بتاعها عالي، والتحول الغذائي هو بمعنى إنه بيتناول لنا العلف وبينتج لنا كتلة لحمية بصورة أسرع من الأسماك الثانية. فعشان كده إحنا بنستهدف سمكة البلطي وفوائدها الغذائية عالية جدا. فبنقوم بناخد الزراعة من الأم والأب في حوض معين، بناخد الزراعة إلى أحواض يسمى بأحواض التربية. أحواض التربية دي نحن بنخد فيها الزراعة حوالي شهر، بيصلينا لمرحلة بيسموها الإصبعيات في حجم الإصبع. ناخد السمكة من أحواض التربية إلى أحواض التسمين. هنا بيجي شنو؟ التحكم في الماء. التحكم في الماء نتحكم فيه كيف؟ إن الماء تكون نظيفة، تغيير الماء يكون دوري بشكل أسبوعي من لآخر بشكل أسبوعي. ثاني حاجة الأكسجين الموجود في الماء لازم يكون متوفر، والأكسجين يتناسب تناسب عكسي مع درجة الحرارة. ففي طبيعتنا في تشاد معظم الوقت الجو عندنا ساخن شديد، فده بيقلل من الأكسجين الموجود في الماء. نحن عشان نعالج المشكلة دي بنجيب ماكينات تعمل تدخل هواء داخل الماء. عالجنا مشكلة الأكسجين. في المشكلة الثانية البي اتش أو الحمض، الجانب الحمضي والقلوي في الماء. البي اتش لازم يكون في رينج بتاع 5 إلى 6. إذا بقى 7 بيكون في خلل، إذا نقص بقى 4 بيكون في خلل. فنحن عشان نقوم نساوي الخلل ده نضع الماء نغير الماء بصورة دورية. لأنه الماء إذا قعدت فترة أسبوعين 3 أسابيع بيكون في جانب قلوي. الأسماك دي لها مثلا إفرازات فضلات. مخلفات وفضلات وكده، فالفضلات دي بتعمل لنا توسيخ المياه ونمو الفطريات، والبيئة بتصبح بيئة غير صالحة للاستزراع، فممكن تؤدي إلى أمراض للأسماك وكده. فلازم نهتم بجانب البيئة ده كثير شديد. طيب من ناحية الأطعمة، شنو نوع الأطعمة اللي بتتناولها الأسماك عشان يعني تكون يعني تنمو سريع؟ في حسب نوع السمك المستزرع. مثلا زي أسماك البلطي نحن بنجيب علف معين، العلف ده بيكون داخل فيه مكونات كثيرة، مثلا داخل فيها كمية الدهون، كمية دهن معين، وداخل فيها مثلا بروتين معين. البروتين بناخده من فول الصويا، الفول القوي ده بعد ما يحصل الزيت بيكون فيه مثلا شيء بيقول له عنباس وكلام زي ده. ايوه بنشيل العنباس ده بنطحنه، بنجيب مثلا نسبة 50% من الدهن، يعني تركيبة معينة للأطعمة. تركيبة معينة للأطعمة نديها للسمكة. وحسب العلف في نوعين، في علف طافي ده بيكون فوق سطح الماء للأسماك اللي بتكون سطحية زي سمكة البلطي اللي قلت لك، ده سمكة أيوة. سطحية، وسمكة بتكون في عمود الماء. فالعلف الطافي ده بنشتته في فترات معينة في اليوم. مثلا كل الصباح بياخد جزء معين، وفي المساء بياخد جزء معين. أما الأسماك الأخرى كسمكة القرموط هي سمكة قاعية بطبيعها. أيوة. بتعيش في القاع تحت، فدي لازم يكون لها مثلا علف غاطس، علف ما يطفو لنا فوق، علف يغطس تحت للقاع عشان السمكة تصله. فالجانب الاستزراع السمكي هو جانب مهم جدا. معظم الدول في الخارج، الدول المتحضرة بانية اقتصادها كله على شنو؟ الاستزراع السمكي. جميل جدا. أهمية الاستزراع السمكي أكيد بتكون مرتبطة بأهمية تناول الأسماك وفوائدها للجسم. أكيد. شنو فوائد الأسماك للجسم؟ فوائد الأسماك من فوائد الأسماك نمرة 1 إن تحتوي على نسب بروتين عالي جدا. يعني تقريبا في التصنيف العالمي للبروتين الأسماك رقم 1 في العالم من ناحية البروتين. نمرة 2 تعمل الأسماك على تخفيف الالتهابات الموجودة في الجسم. فإذا في التهاب في الجرح، في التهاب داخلي، يوصى الأسماك بصورة مستمرة. فهو الجانب الصحي إنه الأسماك دي لازم الإنسان يتناولها في الأسبوع مرتين على الأقل. في الأسماك توجد مركبات ومعادن مهمة جدا لا توجد في غير الأسماك كالأوميغا 3. مركب الأوميغا 3 ده موجود في الأسماك فقط. تبحث العالم ده كله ما بتلقي في أي محل غير الأسماك. شنو أهمية الأوميغا 3؟ الأوميغا 3 لها أهميات كثيرة. يعني إذا جينا نحصر الأهميات دي
الحلقة ما بتكفي، لكن أقول لك 5 من أهمياتها. أول أهمية لها إنها بتعمل لنا على تحسين العين. العين الزول إذا بتناول الأسماك بصورة مستمرة، فالأوميجا 3 بتفرز لنا سوائل داخل العين بتنظف لنا العين ده، فبيزيد من كفاءة شنو؟ العين. ده واحد. الفائدة الثانية للأوميجا 3 هي بتعمل لنا على تكسير الدهون الموجودة في الكبد. فنحن بنتناول أطعمة كثيرة غير صحية، والأطعمة مشبعة بالدهون. أيوة مشبعة بالدهون، فبتمشي تتراكم في الكبد وتعمل لنا مشاكل. فالأوميجا 3 بتعمل على تكسير الدهون دي وتخلصنا منها. ثالث حاجة الأوميجا 3 بتقلل لنا من أعراض وأمراض القلب. يعني زول مثلا عنده بيجيه أزمة قلبية لا قدر الله كل فترة والثانية، إذا بياكل سمك كثير فالأوميجا 3 ده بيقلل من الأخطار دي. فالأوميجا 3 برضه عند النساء بيقلل من آلام الدورة الشهرية. يعني البنت بتتوجع في الدورة الشهرية كده بتاكل سمك كثير، لا بتقلل من المشكلة دي. الحديث ده صراحة عايز زمن طويل جدا، والزمن عندنا قصير، لكن ممكن اخذ استفسار عن حبوب الأوميجا 3 التي قاعد تصنع يعني في الشركات معينة وبيجيبوها على شكل حبوب وأقراص، هل صحية للجسم؟ الأوميجا 3 هي اصلا يعني فيها اضرار جانبيه. دائما الشيء المصنع دائما بيكون فيه له اضرار جانبيه. انت عندك مثلا الاوميجا 3 متوفر في الطبيعه، بيكون خالي من الاضرار الخارجيه الجانبيه. ما في داعي تتناول لك مثلا شيء مصنع. وما اقدر اقول لك انه الاوميجا 3 المصنع بسبب ضرر كبير، لكن حتى لو كان ضرر قليل فعندك الخيار البديل. جميل جدا. ربما لديك كلمة أخيرة أو بعض التوصيات التي تتعلق بهذا الموضوع. طيب، أقول إنه شنو الناس في ثقافتها الغذائية تدخل الأسماك، تأكل الأسماك بصورة أسبوعية، لأن الأسماك مهمة ومفيدة شديد. وعلى الدولة إنها تنظر مثلا في برنامج الاستزراع السمكي ده وتسلط عليه الضوء، لأنه نقطة مهمة شديد، فتحفظ صحة الإنسان وترفع من اقتصاد الدولة. Inch'Allah. Shukran jazilan. Parfait. Exactement. Merci infiniment au docteur Béchir Mahamat Béchir de nous faire comprendre les rudiments de la production animale. On va donc se tourner vers notre dernier invité du jour, juste après ça. En sport, pour finir avec beaucoup d'énergie, vous l'avez vu déjà à l'écran, par son accoutrement et aussi surtout sa posture bien droite. Vous l'aurez compris, nous recevons donc un grand sportif, président de la fédération du Kung Fu au Tchad, maître Mahamat Lafia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'Alékou. Merci. Alors, on vous laisse vous présenter plus amplement et puis on va chercher à comprendre c'est quoi le Kung Fu, comment on le pratique, c'est venu quand au Tchad, ainsi de suite. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Moi, je m'appelle Mahamat Lafia Daoud, le président de la Fédération tchadienne de Kung Fu. D'accord. C'est quoi le Kung Fu, s'il vous plaît? Le Kung Fu, c'est-à-dire, en chinois, c'est les œuvres humaines. Ah bon? Œuvres humaines. Tous les mouvements. Quand on est un tailleur, un médecin, un journaliste, tous les mouvements qui vont nous apporter dans le monde des Kung Fu. C'est à partir de ça qu'on va créer le Kung Fu. Ça, c'est en général. Particulièrement le Kung Fu, c'est-à-dire arts martiaux chinois. Oui. Tous les arts martiaux pratiqués en Chine, avec ou sans armes, on l'appelle Kung Fu. C'est ça le Kung Fu. Mais le Kung Fu, au début, c'est créé par un Indien. Un Indien? Oui. Oui. Il s'appelle Bodhi Dharma, qui est venu en Chine dans le temple Shaolin Se. Le temple Shaolin Se, peut-être tout le monde est en train d'écouter le temple Shaolin Se. Oui. Shaolin Se. Shaolin, c'est-à-dire en chinois, le ou la forêt qui est entourée par 4 montagnes. C'est ça le temple Se. D'accord. Il a trouvé les moines dans les temples en train de pratiquer leur religieux bouddhiste. C'est à partir de là, il les a formés par comment ils vont défendre. C'est ici qu'ils ont créé ce qu'on l'appelle Kung Fu. Et entre-temps, c'est basé sur 4 animaux
principaux. 1. Léopard, le tigre, le serpent, la grille et le dragon. Les dragons. Ouais. C'est les 5 animaux principaux des Kung Fu. C'est à partir de l'autre technique des animaux, combat des animaux, introduit dans la morphologie humaine. Donc quand on voit les postures avec beaucoup de souplesse, ça veut dire qu'on imite un peu l'animal. Hein. Voilà, tous les techniques des Kung Fu, c'est-à-dire sorties ou imitées par les animaux. C'est-à-dire comme le serpent. Oui. Ou le tigre. La grille. Les dragons. Tous les animaux ont leur place dans les arts martiaux chinois Kung Fu. Entre-temps, c'est les animaux fondamentaux, c'est 4 à 5. 5, ouais. Les 5 animaux. Et suite de suite, c'est développé. Maintenant, c'est des millions de techniques des animaux. Ah ouais. Tous les animaux dans le monde ont leur technique, ont leur style dans les arts martiaux chinois Kung Fu. Ouais. Et particulièrement moi, j'ai pratiqué le Kung Fu de montres religieuses. طيب مثلا احنا كنسوان هل ممكن نقدروا نتعلموا التدريب في الكونغ فو؟ على طول بدون شك. اي انسان الشيء اللي يخلي الانسان يتعلم كيف الكونغ فو اولا النيه الرغبه وثانيا الوقت. بس ما في يعني جسم يكون عندنا جسم كبير الحجم او صغير الحجم، لا لا لا، كل جسم وكل الأعمار ممكن تتعلم الكونغ فو. طيب غير الدفاع عن النفس، شنو الفوائد الآخرة اللي ممكن نقدر نلقوها من الكونغ فو؟ إذا غير الدفاع عن النفس عندنا يعني الكونغ فو طبيعيا يعني رياضة للجسم. الجسم يكون يعني خاليا من بعض الأمراض التي تصيب الزول لا يمارس الرياضة ده. الإنسان لو كان يمارس الرياضة دي يكون عنده يعني في اثناء الرياضه ده ممكن يطلع ارق يعني بعض الامراض دي ممكن تتلى عن طريق الارق وعن طريق المجهود الرياضي. فيكون الكونغ فو ده عنده 3 أو 4 فوائد بغير الدفاع عن النفس. اول يكون العقل سليم، يكون ثاني الجسم زي ما قال لك الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. صح. وثالث شيء يكون يعني عدم الشيخوخه الباكره. يعني يكون زول يعني دائما شاب. والشيء الرابع يعني يكون الانسان ده الادراك ده يكون عنده يعني فهم اكثر من ما ليس برياضي. كلام جميل جدا. احنا معانا دكتور وبيتكلم عن الفوائد الغذائيه ربما تكون مرتبطه او لها علاقه بالموضوع اللي هو قاعد يتكلم، ممكن نعطيك فرصه يكون لك تداخل في الموضوع. اكيد طبعا. فالرياضه جانب اساسي وجانب كبير جدا، فالغذاء برضه له اثر على الرياضه. مثلا الناس اللي بيرفعوا الاثقال، اللي بيرفعوا الحديد، فبيتناولوا وجبات معينة. وجبات بتكون ذات بروتين عالي، وجبات تكون صحية، فبحكموا جانبهم الغذائي. فالرياضة والغذاء مرتبطة مع بعض. فأنت عشان تتريض برضه لازم تحسن جانبك الغذائي. تاكل كويس وما تاكل أي حاجة. مثلا عشان تبني عضلات، مثلا الناس اللي بيتمرنوا، الناس اللي رفع الأثقال، الناس اللي وزنهم ثقيل ياكلوا مثلا بروتين، بيض، حاجات زي كده، يبعدوا عن الدهون، السكريات والحاجات دي. فزي ما قلت لك الرياضة والغذاء مرتبطة مع بعض. Oui, exactement. Là, le docteur parle de l'alimentation et tout. Et moi, j'ai fait le constat comme quoi les pratiquants du Kung Fu sont comme vous, assez sveltes, légers de poids. C'est pas les muscles et tout, mais bon, il y a quand même de la force là. Alors, c'est quoi le secret du pratiquant du Kung Fu, par exemple, vous qui êtes... Ok, très bien. Et le Kung Fu, différent d'autres arts martiaux. Les arts martiaux. Ouais. Parfois, le Kung Fu, c'est quelque chose qui est très large. Il y a des Kung Fu qui demandent des forces musculaires. D'autres
genre de Kung Fu qui demande seulement la rapidité et l'agilité. Donc, c'est-à-dire comme les pratiquants de Kung Fu Hungar. Hungar, c'est-à-dire famille de Hung en Chine. Ouais. C'est leur art martiaux spécial. Ils utilisent beaucoup la force. Il y a des Kung Fu comme les pratiquants des écoles de Kung Fu des serpents. Donc, l'école de Kung Fu des serpents ne demande pas la force. Maintenant, c'est l'agilité et la rapidité. Donc, et dans les arts martiaux Kung Fu, il y a des styles, il y a des méthodes qui demandent beaucoup de force et il y a des styles qui demandent de l'agilité et la rapidité. C'était ça. Alors, qu'est-ce que vous transmettez comme message dans la pratique du Kung Fu? Quel est le comportement que doit avoir un pratiquant du Kung Fu? Ok, très bien. Avant tout, le Kung Fu, c'est une discipline qui est basée dans le religieux bouddhiste. Mais après ça, petit à petit, après les bouddhistes, c'est le monde islamique qui sont venus entrer dans le monde du Kung Fu. Donc, il y a des catégories ou des sortes de comportements de Kung Fu. Les pratiquants de Kung Fu surtout. Les pratiquants de Kung Fu, ils doivent se comporter. Dans les musulmans, c'est comme un imam. Et dans le christianisme, c'est comme un pasteur. Et dans le monde bouddhiste, c'est comme un moine. Personne qui est sage, il évite tous les problèmes. Personne qui garde son sang-froid, sa dignité, il ne sera pas agressif. Il est un homme de la paix. Excellent. Alors c'est un peu spirituel parce que vous dites que ça sort de la religion bouddhiste. Quand on est chrétien ou bien on est musulman et qu'on pratique du Kung Fu, est-ce qu'il n'y a pas une collision quelque part, une confusion? Parce qu'il faut parler le chinois pour faire du Kung Fu. Oui, bon. Et concernant les problèmes religieux, et au niveau des temples Shaolin, les moines, tous les moines, les grands maîtres des Kung Fu, ce sont des bouddhistes. Mais arrivé au niveau des temples Shaolin, si on te demande, vous pratiquez quelle religion? Moi, je suis un musulman ou je suis un chrétien. Donc, à partir de là, on vous demande, parce qu'ils ont leur coutume, si c'est possible, vous allez prosterner ou agenouiller devant un statue. Donc, si c'est un chrétien ou un musulman, c'est un acte qui est interdit. Donc, c'est pas exigé. C'est pas exigé. C'est pas exigé. D'accord. شكرا جزيلا لك بارفين بسرعة الوقت مر علينا ونشكر الدكتور كمان إن شاء الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. إلى نلتقي الأسبوع المقبل نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء. Merci infiniment pour votre fidélité devant vos petits écrans. Merci infiniment au maître Mohamed Lafia. On aura d'autres occasions parce qu'on veut bien comprendre beaucoup de choses dans le Kung Fu. Merci aussi, docteur. On va donc vous souhaiter à vous qui étiez là depuis 7 heures devant vos écrans un excellent début du week-end. Prenez bien soin de vous. Et Inch'Allah, on se retrouve lundi ou la semaine prochaine, Fatia. Inch'Allah. Alikou. إلى اللقاء.